Bonjour Laurent Sirade, Bonjour Jeanne. et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de ta carrière sur ma chaîne YouTube. Ce que je te propose, c'est de recommencer depuis le début et Ouf. de nous parler de tes premières inspirations et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as découvert la musique et comment tu as commencé le violoncelle. Alors je viens d'une famille, on faisait de la musique. J'avais une arrière-grand-mère qui était pianiste dans les cinémas. Ma grand-mère, sa fille, était musicienne amateur de bonne facture au piano, à l'accordéon aussi. Ma mère est pianiste amateur aussi, elle joue de l'accordéon pareil. Mon père aussi fait de l'harmonica. Enfin, il y avait de la musique qui flottait toujours dans l'air. Et puis c'est les années 60, 70, fin 60, tu sais, où la politique de Gaulle, Malraux, la musique, l'accès à la culture, les conservatoires, les gens s'en souviennent pas, mais on mettait des conservatoires, ça se construisait partout. Et en face de notre immeuble en banlieue, on était une famille très nombreuse. On habitait une HLM comme ça, et il y avait en face, dans l'école primaire, il y avait le conservatoire qui s'est monté. Dans ça, à l'époque, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de lieux. Ça se mettait au gré des municipalités où elles pouvaient placer les conservatoires. Et là, c'était en l'occurrence dans une école primaire. Donc on allait prendre des cours. J'ai commencé par le piano tout de suite à 5 ans, je crois, à 5-6 ans. Et malheureusement, j'avais une prof, ça ne marchait pas. Je peux le dire, elle me tapait sur les doigts. Ça m'a un peu bloqué. Je ne travaillais pas du coup. J'ai par hasard, en allant chez des amis, une amie qui était un peu plus âgée que moi, qui devait avoir 13 ans, 12-13 ans, alors que j'en avais 6 ou 7, je ne sais plus, jouait du violoncelle. Et elle jouait pas mal. Et j'ai entendu ce son et je suis tombé amoureux du son du violoncelle. Tout de suite, c'était... Wow, et je voulais faire sonner l'instrument. Je savais, j'avais en moi cette volonté de faire sonner ces cordes, de rentrer dans le son. Ça a été une révélation. Et donc j'ai demandé à mes parents, j'ai pris des cours de violoncelle, pour prendre des cours de violoncelle à la place du piano, parce que ma mère me disait toujours non, je ne veux pas que tu arrêtes le piano si tu fais pas autre chose. Donc et là j'ai dit je veux faire du violoncelle. Je suis tombé sur une prof de violoncelle, Maggie Hochkorn, et là, ça a été comme ma deuxième maman. J'ai eu un pot super de rencontrer cette personne. Souvent c'est des rencontres qui font la différence dans la vie. Et c'était une prof de violoncelle extraordinaire, où elle a formé d'autres violoncellistes. Il y avait Henri de Marquette, qui est arrivé après. On était quelques-uns. Et puis le métier, là, on continue le périple de sa vie. Je ne suis pas rentré au conservatoire de Paris. Pour des raisons, j'ai mis longtemps D'abord, je ne travaillais pas au début. C'est une bonne raison. La première raison était bonne. Mais après, quand je me suis mis à travailler, j'étais pas dedans. J'ai passé le premier tour, mais il manquait un truc. Et pareil à Lyon, je passais le premier tour, je passe pour le second, et il manque un truc. Et le truc, j'ai compris plus tard ce que c'était. C'est que j'avais pas envie, en fait. J'étais au niveau, mais il me manquait un truc. J'avais peur, probablement, de rentrer complètement dans cette machine. À l'époque, tu te disais que tu voulais être violoncelliste? Oui, je disais que je voulais être violoncelliste, mais j'étais pas heureux là-dedans. Je me souviens de cette phrase de Cocteau qui m'a complètement... quand je l'ai lu, ça m'a changé. C'est tout con. Il a écrit ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi-même. Ça a été un déclic, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On me reprochait toujours d'en faire trop, d'être trop démonstratif quand je joue, de faire trop de musique, d'ouvrir trop ma gueule, de parler trop fort, de faire trop de rock, de faire trop. J'étais trop. Et là, comme par hasard, les choses arrivent à peu près, elles arrivent toujours un peu dans le même temps. Je cachetonnais, je travaillais un petit peu, et puis à un moment donné, je travaillais plus, j'habitais. J'ai des situations un peu particulières, je devais déménager dans une usine complètement délirant avec des artistes complètement hallucinés, dans le nord de Paris, et des musiciens, des
musicien de rock, enfin c'était vraiment assez rock'n'roll d'ailleurs, comme période de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai vu le Quatuor à la télé. J'avais 23 ans, 24 ans. Et je me suis dit, oh merde, c'était ça que j'aurais dû faire. Parce que je voulais faire du théâtre. Et j'étais coincé dans ce milieu un peu contrit de la musique classique, tu vois, où c'est un peu... Bon, ça c'est vachement ouvert, hein. Tu vois, maintenant les profs de violoncelle et les violoncellistes, ce sont quand même... mais les violoncellistes, fin des années 70, début des 80, c'était pas... C'était un peu la naphtaline des fois quand même, hein. Et là, je tombe, je vois ça à la télé, je dis waouh, merde, c'est ça que j'aurais voulu faire. Et tu vois, je les vois, ils faisaient des trucs avec des palmes et tout, je dis merde. Et 3 jours après, j'accompagne un copain à l'aéroport, en bagnole, et il me dit, il parlait comme ça avec un autre, on était 3 dans la voiture. Il me dit, j'ai vu mes potes du Quatuor. Je dis, le Quatuor qu'on a vu à la télé, évidemment, comme ça en déconnant. Tu vois, il me dit, oui, oui, eux. Ah oui, tu les connais? Ouais, ouais. Je dis, évidemment, ils cherchent un violoncelliste, toujours. Il me regarde, il me fait, comment tu le sais? Je dis, comment je le sais? Bah, ils cherchent un violoncelliste parce que le violoncelliste va partir, mais ils veulent pas que ça se sache, parce qu'ils ont peur de perdre des contrats. Oh putain, je dis, donne-moi un numéro, donne-moi n'importe quoi, donne-moi une adresse. Et il me donne l'adresse d'un des violonistes, pas de téléphone. Donc j'ai écrit une bafouille, une lettre, où je me suis lâché. D'ailleurs, ce qui est devenu après mon collègue, il me disait, je crois qu'un jour je te la montre, la lettre que nous a écrite, c'était extrêmement touchant et drôle. Et moi, la première obsession, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe, c'était mon premier truc. Non, ça va, il y en avait une ou deux, ça allait. Ouais. Mais, et en fait, donc après, je passe l'audition, je les appelle. Je passe une audition très informelle qui dure 3 heures en fait. On joue, on se rencontre, on joue. Ils sont touchés parce que j'ai fait une candidature spontanée. On fait une phase d'essai, tu vois. Ah oui, déjà dans l'audition, il fallait que j'arrive. Alors, il fallait que je chante. Putain, je savais pas chanter à l'époque. Donc je prends mon violoncelle comme une guitare, puis j'avais un peu bossé une chanson de Brassens, tu vois, la canne de Jeanne est morte au guil en neuf, elle avait fait un œuf, mon Dieu, tout neuf. Enfin, le truc, tu vois, ils étaient morts de rire parce que je jouais comme ça. Tout. Je dis, bon, c'est bon, vous riez déjà, c'est bon, on va s'arrêter là. Bon, ok, on a compris, ça va, tu vas t'en sortir. Ça peut aller, tu vois, je passais comme ça, tu vois. Mais là, on commence à répéter après, et là, je me rends compte. Alors, je leur dis déjà avant la répète, c'est quand même extraordinaire ce que vous avez fait. Vous avez fait un pied de nez à l'institution parce que vous vous mettez à l'envers, tu sais, parce que le Quatuor, tu avais le violoncelle quand tu regardes la scène, hein, tu vois, donc il est côté jardin, tu as violoncelle, alto, violon, violon. Je dis, c'est génial, vous faites un pied de nez aux institutions parce que vous mettez à l'envers. Ils me regardent, tous, les 3, ils font, on est à l'envers. Et là, je dis, bah, ouais, vous ne savez pas? What the fuck, tu vois? Bah, il me dit, ouais, je savais pas. Ah, c'est ça le Quatuor. C'est ça. Les mecs, ils ont fait des trucs sans le faire exprès, et c'est génial. Hein. C'est top. Et là, tu te rends compte, ils sont ultra méga talentueux. Et l'altiste est un mec qui chante super bien. C'est un putain de vrai chanteur. Il joue de l'alto, il a un beau vibrato, mais des fois il joue super faux. Il joue super faux, il n'a pas de grosse technique. Bon, ok, il est altiste, on va faire avec. Les violons, c'est pas terrible et tout. Puis surtout, je dis, on va prendre, allez, on peut jouer ensemble. Alors, s'ils prennent une partition, ils se mettent chacun dans leur coin. Et maintenant, on va se mettre ensemble, tout. Tu vois, en fait, c'est parce qu'ils ont construit un quatuor. Ils ont appris comme ça, quoi. Tu vois, comme tu prends une guitare. Et donc, très vite, il y a un des violonistes qui a quitté le quatuor parce qu'il était en désaccord artistique, puis il n'était pas heureux dans le quatuor. Le nouveau violoniste avec lequel on a travaillé était lui très, très chanteur, Jean-Claude. Violoniste, mais en fait, c'était aussi une sorte d'autodidacte sur le violon. Laurent Vercambre, le deuxième violon, lui, c'est un fantastique fiddle, musique irlandaise, mais extraordinaire au violon. Il te fait des trucs de fou. Hein. Mais quand il joue Mozart, ça marche pas, quoi. Parce qu'il n'a pas le son, il n'a pas le truc.
Et puis Pierrot, bah, il savait à peine ça que l'alto se lisait en clé du 3, tu vois, il découvrait, mais surdoué. Lui, il est capable de courir dans une pièce, tu vois, sur scène, à te faire jouer les contretemps sur la danse du sabre, en courant, tu vois, d'une façon désynchronisée au niveau de la course. T'en mets pas un côté, tu vois. Puis il chante. C'est là, dans le quatuor, que j'ai découvert que le chant, c'était... Là, tu es là, tu es sur scène. Je me souviens au début, je suis sur scène. Tu sens le public quand il est sur toi, tu vois. Ça marchait, je faisais mon truc, je faisais ma blague et tout, on arrive. Et puis on est là tous les cas, tu sens que tu polarises un peu, puis d'un coup, tu as l'altiste qui se lève, qui va te mettre au micro, qui chante, et là, la voix, le violoncelle, c'est fini. La voix capte tout. C'est incroyable. Mais après, j'ai appris la scène... Oui, parce que du coup, tu as réussi à rassembler tes deux passions. Tu voulais faire du théâtre. Oui, alors c'est ça, je voulais faire du théâtre, et tout d'un coup, j'ai la possibilité d'en faire en faisant ma passion au ski, parce que j'adore le violoncelle, j'adore la musique, je suis musicien. Puis je suis musicien, je suis formation de musicien, de violoncelliste. Et là, j'ai une opportunité de mélanger les deux. Donc moi, j'amène au quatuor un crédit de musicien classique qui leur manquait. Et comme on disait toujours en rigolant, Alain Sachs nous avait dit ça, on va jouer par exemple, on jouait La Jeune Fille et la Mort, le quatuor de La Jeune Fille et la Mort. Sur une partition qui brûle, c'est super fort, tu vois. T'as le thème, c'est super beau et tout. Et puis à la fin, la partition s'arrête, elle brûle, et puis on arrête de jouer avant la première variation. Mais il ne fallait pas jouer la première variation, il fallait s'arrêter avant d'être démasqué. Mais on joue, des fois, tu sais, c'est marrant comme la perception de l'œil humain. Je me souviens une fois, on avait un montage. On faisait un montage d'une vidéo, on avait fait une captation. Je rentre à la maison, je contrôle, c'était les premiers en 16, 9e, machin, un truc. Ma grosse télé, je contrôle le truc. J'ai dit, bon, parce qu'on avait bossé toute la journée à synchroniser les images en studio, tout ça, c'était long. J'appuie sur play, et puis je suis pas satisfait du branchement. Donc je vais derrière la télé pour faire un branchement. Oh merde, c'est faux, oh là là. C'est faux ce qu'on joue là, à ce passage-là. Alors je remets en arrière, je me mets de face, j'écoute. Non, c'est bon, ça va. Bah non. Non. Il y a de l'image, ça bouge, tu vois. Non, c'est bon. Attends, je remets en arrière, je mets derrière l'écran, j'écoute, tu vois, c'est faux, c'est épouvantable. Alors je reviens devant, je remets play, je regarde, c'est pas faux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? En fait, quand ton œil, il arrange tout. Quand tu vois un mec qui bouge, qui se tortille, mais qui te fait une action, tu t'arranges avec ça. Ton cerveau dit, oh, c'est bon, oh, c'est presque bon. Mais tu fermes les yeux, tu fais, on va écouter la vraie musique, classique, machin. Là, c'est épouvantable. Tu vois ce que je veux dire? Il faut du visuel. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est difficile hein, de faire un live, et faire un disque d'un live. En plus, nous, on faisait beaucoup de covers, et puis des montages avec du visuel, ça n'a aucun intérêt, tu vois, pour le quatuor. Et eux c'est extraordinaire, parce que j'ai une chance inouïe, donc j'ai 25, 26 ans, et je prends des cours de chant, du coup, intensément, je ne travaille pas le chant, je déteste ça. Au début, ça met du temps, c'est compliqué pour un musicien comme nous, comme les violoncellistes, apprendre à chanter. Si tu n'as pas commencé au démarrage, certains, parce qu'il y a quelques violoncellistes qui chantent très très bien, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'on est tellement habitué à bien maîtriser. On a mis 15-20 ans à faire un beau son avec un archet, et là tu chantes et c'est un désastre. Tu dis, je vais travailler. T'as beau bosser, ça avance petit à petit et tu te lasses, tu vois. Il faut avoir vraiment quelque chose à y faire pour le faire. C'est vraiment... c'est complexe, de chanter, le chant. Mais bon, j'ai appris le chant et puis le théâtre, je l'ai appris en fait in vivo, quoi, sur scène. Je sais pas, en 40 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai dû faire... je sais pas, je suis monté au moins 3000 fois sur scène, au moins, tu vois. Il y a eu des choses difficiles à s'adapter comme le chant, et puis il y a des choses, tu t'es retrouvé dans ton élément tout de suite parce que c'est ce que tu voulais faire, ou comment ça s'est passé les premières répètes? Alors, les premières répètes, c'est d'abord par chance, c'était difficile par chance. On n'est pas monté faire une création. On a repris un spectacle qui existait déjà, qui s'appelait Violon Dingue, qui a permis de m'intégrer. Et puis après, pendant un an, on a joué avec Béjart.
Et puis 2 ans plus tard, en sortant de ça, on a repris encore le spectacle pour jouer avec un nouveau violoniste. Donc ce spectacle a fait une liaison pendant 5 ans avant une création, ce qui fait que j'ai eu le temps de m'habituer énormément à la scène, et au réflexe de scène, au rythme surtout, parce que le secret d'un spectacle d'humour, c'est le rythme, l'humour visuel, tu vois, parce qu'en fait on fait du visuel, du slapstick, ce qu'ils appellent les Américains, du visuel musical. Et il faut du rythme, il faut maintenir un rythme. Les musiciens sont bien placés pour le faire, surtout dans le clown. Le clown, c'est du rythme. C'est un enchaînement rythmique, avec des ralentissements, des compressions de temps, des façons de le faire. Après, tu t'adaptes, tu testes un jour un truc, puis c'est ça qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup dans le côté musical, musique classique, parce qu'en fait, on s'est mis à faire du musical, dans l'esprit un petit peu Broadway, c'est-à-dire que tu reprends tous les soirs ton même spectacle, comme au théâtre en fait, mais c'est un spectacle musical, tu le joues tous les soirs, et en fait tu l'améliores ton spectacle. Un jour tu fais un truc qui fait rire, et puis 3 minutes après tu refais un truc qui marche pas, le lendemain tu vas garder le truc qui fait rire, et sur ce truc qui marche pas, tu vas essayer d'amener quelque chose de nouveau, un petit truc, un petit détail, ce qui fait qu'entre ton premier spectacle et la 200e, c'est quasiment pas le même spectacle que tu revois. Tu as eu le temps de construire une histoire. Et donc c'est ça après. Et en plus, ce qui est difficile en même temps d'un groupe comme ce que je faisais dans le Quatuor ou dans Duel, c'est que tu dois écrire ton propre spectacle, tu dois le créer, il est visuel. Et c'est extrêmement long à monter un spectacle visuel, beaucoup plus qu'un spectacle parlé où tu écris un texte pour une pièce de théâtre, où la mise en scène va durer 3 mois, et puis c'est roule ma poule, ça part. Là, tu as une période de rodage qui est très longue, surtout sur des musiciens, surtout sur des non-professionnels, parce que finalement, un musicien qui fait ça, c'est aussi un non-professionnel du mime, c'est un non-professionnel de l'acting. Il est plus lent, tu vois, sur certains trucs. Donc ça prenait du temps. Ça prend du temps. C'est un petit peu le... Et puis les très bonnes idées, tu n'en as pas tous les 2 jours. Les bonnes idées qui font que ça part et que tu fais les fulgurances. Il en faut au moins 5 ou 6, voire plus dans un spectacle, pour qu'il reste quelque chose qui est de la matière, quoi, tu fasses un carton. J'ai appris le réel sens du mot show business. On me disait, ouais, on m'a souvent dit ça, tu vois, les copains, tout ça, les copines, ouais, toi, tu es dans le showbiz. Non, d'abord, tu sais, le showbiz, là, une espèce de vision où tu crois que tous les soirs, tu es chez Castel. D'ailleurs, Castel, je ne sais même pas si ça existe encore. Mais en fait, le vrai showbiz, je l'ai appris avec un metteur en scène québécois à New York sur un projet. Il m'expliquait le vrai sens. Et tu vas comprendre. À un moment donné, dans un spectacle, dans mon spectacle dans Duel, je suis par terre, on va faire un feu de camp. Je suis avec mon pote, mon collègue Paul Staïkou, le pianiste. Et moi, je m'accorde. J'accorde mon violoncelle comme si on allait jouer de la guitare, et puis lui, il va jouer de l'harmonica, ou je ne sais plus ce qu'il joue à ce moment-là. Mais j'ai un violoncelle. Pas une guitare, donc j'accorde mon violoncelle comme une guitare. Mi, la, ré, sol, si, mi, tu vois. Évidemment, j'ai 4 cordes, mais ça fait rire 2% du public. Ça fait rire les violoncellistes et les guitaristes, tu vois. Il n'y a pas des masses, hein. Et ils sont morts de rire. Tu vois, Marianne, on parlait tout à l'heure de Marianne Muller, une copine qui joue de la viole de gambe, donc, une amie qui est une grande musicienne. Elle vient, ça, je n'ai entendu rire, tu vois. Je reconnais son rire. Elle était morte de rire. Mais le metteur en scène me dit, tu vois, ça c'est bien, mais là tu perds 98% du public ou 90% du public. Donc le vrai show business, c'est faire du business avec le show. Tu trouves une séquence qui va durer 20 secondes, où là tu vas faire, avec la même efficacité, rire 100% du public. C'est ça le show business. C'est pas traiter des paillettes et tout. Le vrai sens du mot showbiz, c'est ça. Tu fais du business avec ton spectacle. Mais c'est pas du business dans le sens du pognon, c'est du business dans le sens séduis les gens, fais-les rire, prends l'ensemble.
Et après, à toi d'amener de la qualité. Si tu décides de faire de la qualité, reste dans la qualité. Tu peux, on n'est pas là à faire des tartes. Tu vois, tu peux faire des trucs, pas de gamme, hein, mais autant rester haut de gamme. Ce que j'ai toujours recherché. Ah oui, c'est ça. Le quatuor m'a permis de faire ça. C'est-à-dire de faire de l'humour élégant. Alors après, avec le quatuor, j'ai vécu un truc de fou, c'est que on est arrivé, on était les premiers à le faire en France. Mais en fait, on était les premiers à le faire tout court. Il y avait eu avant, tu avais eu les frères Jacques. Puis avant les frères Jacques, tu avais les 4 barbus. Et d'ailleurs, on a été avec les frères Jacques, on a fait un spectacle, une soirée exceptionnelle avec eux au casino de Paris. C'était un grand moment. Et on était un peu comme la passation, tu vois. C'était vraiment super, super. Et puis, on a vécu les Molières. Alors, le premier Molière en 94, on a eu un truc. On est arrivé au bon moment. C'est toujours comme ça dans la vie. Les trucs qui marchent, c'est une histoire de timing. C'est arrivé pile au moment où il fallait. C'est-à-dire que les Molières étaient relancés depuis quelques années déjà. On nous propose en 93 d'animer la soirée des Molières, de faire 4 sketchs pour animer la soirée des Molières. Et là, c'est toujours chiant la soirée des Molières, parce qu'ils parlent évidemment de tous les acteurs qui sont morts. Après, puis tu as les nominations, c'est chiant, c'est le milieu du théâtre et tout ça. Et nous, on arrive et on leur fait un incendie. Évidemment, on prend 4 sketchs. Dans les 4, on les connaissait. On avait notre création qui était prête à jouer en septembre. Et on avait 4 sketchs sous le coude sans problème. Et on leur met un incendie. Et alors, à chaque fois qu'ils ouvraient la salle, qu'on arrivait sur scène, on entendait le public, c'était que des comédiens, quoi, ah, c'est ça comme ça, on l'entendait, on dit putain c'est top, tu vois. Et écoute, on fait, et on cartonne, et quand on arrive en septembre des Jazets, on fait une corporative, un lundi, et le théâtre est plein, c'est quand même 700 places, ils ont 650, ils viennent tous, tout le métier est là. On est vachement surpris d'avoir autant de monde pour notre corpo. C'est parce qu'ils nous avaient vus, la soirée des Molières. Et on fait notre production, on repart en tournée en janvier, arrive la soirée des Molières en avril, et là on va à la soirée, et ils étaient tellement... On s'est dit on va jamais l'avoir. Ils nous avaient collés dans une loge, tu vois, on ne pouvait pas sortir en fait. Ils nous avaient collés dans une loge au fond, quoi, toi, ils avaient dans le fond à gauche, tu vois, parce que tu avais évidemment, comment s'appelait Notre-Dame de Paris, déjà une deuxième version... qui ressortait à Paris dans un grand théâtre. Donc on était vraiment les petits poussets, tu vois. On n'était rien pour comparer à ce monstre, cette multinationale qui produisait ça, tu vois. Et en fait, quand on l'a eu, ils nous ont appelés à monter sur scène, on n'en revenait pas. Et on n'arrivait pas à sortir. On était coincés dans notre loge, on ne connaissait pas le chemin pour y aller. Donc on a enjambé et on a marché sur les gens quasiment, tu vois, pour monter sur scène. C'est quelle crise de rire. Et on a eu notre Molière, c'était extraordinaire. Et en fait, ça a apporté beaucoup de choses. Pas tellement dans la vente de spectacles, mais dans le prestige. Tout d'un coup, tu es un peu labellisé. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Après, il y a eu un deuxième Molière. J'ai deux deuxièmes, si après... Après, tu repasses, tu arrives à une autre production parisienne, les gens votent pour toi. Parce qu'en face, ils n'aiment pas, puis ils t'ont vu, ils adorent, et basta, tu vois. Alors après... Il y avait un deuxième Molière pour la deuxième création. Okay. Et puis là, on a eu aussi une victoire de la musique. On n'a pas pu y aller parce qu'on était dans un avion. On allait où d'ailleurs? Je ne sais plus. Au Brésil, je crois. Je sais plus où. On allait où? À New York. Où on jouait. Enfin, c'était un truc de fou. On était en pleine bourre. Et on n'a pas pu monter sur scène, mais on a eu une victoire de la musique du meilleur spectacle musical. Alors c'était aussi un grand moment. Et puis moi, j'ai quitté le Quatuor en 2000. J'ai décidé de quitter le Quatuor en 2000. Les raisons sont complexes et longues, j'ai pas forcément envie de m'étendre dessus, mais c'était assez compliqué. C'était un divorce qui s'est mal passé, et j'estime que j'avais mes raisons de le faire. Mais depuis, ça va, on s'est rabiboché. L'eau a coulé sous les ponts et on s'est retrouvés. Puis après, maintenant, le Quatuor a arrêté, ils ont arrêté en 2015, donc ils ont arrêté il y a 9 ans déjà, tu vois.
Donc à partir du moment où tu as quitté le Quatuor, c'est là que tu as créé Duel? Oui, alors en fait, j'étais parti habiter, on avait pris avec le Quatuor une année, enfin 9 mois sabbatique. Et je suis parti habiter à New York. J'ai choisi de partir vivre une expérience. Je voulais vivre une expérience américaine. Je parlais pas anglais, ou très mal. Et en fait, je me suis inséré, j'avais des plans sur place de copains. Et je me suis inséré dans une bande de musiciens. Et puis j'ai commencé à créer un spectacle avec un pianiste sur place qu'on a joué une dizaine de fois dans un cabaret. Et puis c'était vraiment je me suis débloqué dans ma tête sur le duo et surtout sur le piano. Je trouvais ça magnifique, le piano. Et là, violoncelle, piano, il y a un répertoire exceptionnel. Donc quand je suis rentré à Paris, moi j'attendais des choses du Quatuor parce qu'on était sur que j'ai pas pu obtenir. Hein. Et donc j'ai décidé de quitter le Quatuor et de monter mon propre duo. Donc au début, je suis reparti avec le même pianiste, mais on ne s'est pas entendu. Et j'ai fait une audition. Et c'est là que j'ai rencontré Paul Staïkou. J'ai auditionné plusieurs pianistes. Et on est parti, on a travaillé avec Paul 16 ans. Jusqu'en 2016 à peu près. Où là, Paul avait besoin, lui, de vivre. Et je peux l'entendre, je peux le comprendre. On a fait 2 créations avec Paul. Chaque création, ils avaient joué 8 ans. Ce qui est un peu une erreur de marketing, et oui et non. Je me souviens d'un producteur qui m'avait dit, il y a 2 façons de faire du music hall, de tourner et d'en vivre. Soit tu fais une création nouvelle sur un vieux marché, tu reviens régulièrement, ce que fait le Quatuor, ce qu'on faisait le Quatuor, tous les 3 ans on refaisait une création, et on retournait dans le même sillon. L'énorme intérêt, c'est que tu peux demander un peu plus à chaque fois, tu montes tes tarifs, tu gagnes de mieux en mieux ta vie, ou bien tu fais un nouveau marché avec un vieux spectacle. Soit un vieux marché avec un nouveau spectacle, soit l'inverse. Soit tu refais un nouveau marché avec un vieux spectacle, c'est-à-dire que tu vas à l'étranger. Donc mon spectacle était vraiment sans parole, ou quelques mots que tu peux traduire dans les langues dans lesquelles tu vas jouer. Ce qui fait qu'avec le Quatuor, on avait joué dans 12-13 pays. Et avec Duel, j'ai fait 40 pays. On a fait 2 fois ou 3 fois le tour du monde. On a vraiment le monde entier, quoi. Le Japon, la Chine, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Puis très léger. Ça, c'est le secret des formations. Il faut, si tu veux vivre, surtout dans les rigueurs budgétaires que l'on traverse, il faut avoir un spectacle léger et pas beaucoup de matériel à transporter. Alors, c'est un peu le problème, c'est quand tu joues avec un pianiste, ça c'est un peu la plaie quand même par contre. C'est que tu ne trouves pas des pianos partout, donc et te balader avec un piano, c'est pas possible, il faut un piano électrique. Ce qui est compliqué aussi, il faut l'électricité, il faut un système de son derrière, tu ne peux pas jouer acoustique. À la fin du Quatuor, c'était compliqué, on avait 2 tonnes de matériel. Et ça, c'est ingérable. C'était quoi comme matériel? Non, enfin, c'est eux, ils avaient à la fin. Moi quand je suis parti, on était à 800 kilos, je crois. Bah, il y avait une batterie, il y avait un machin, tu prends des gourmandises. C'est un peu quand tu crées ton spectacle, il y a un moment donné, il faut se dire, ça, c'est une gourmandise, je le fais pas. Il faut avoir la sagesse. Et ça, c'est le producteur qui doit le dire. Le metteur en scène, des fois, il va à fond, tu vois, mais c'est le producteur qui va payer le billet, quoi. Parce qu'il y a des moments où tu dis, moi, ça m'est arrivé, de dire, attends, là, j'ai envie d'un truc. Et des fois, c'est indispensable. À un moment donné, quand j'ai décidé de faire le vol du bourdon accroché sur un câble, ok, tu dis c'est. Alors, c'est un truc optionnel. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais ton spectacle, tu ne peux pas le faire partout, parce que tu ne peux pas forcément avoir une accroche. Donc, et puis les gens voulaient absolument le vol du bourdon accroché à un câble, des fois. Alors, je leur facturais le vol en plus, parce qu'il faut prendre 2 techniciens pour me lever, tu vois. Et puis, il faut qu'ils arrivent la veille, il faut faire un truc, il faut des autorisations préfectorales, tu vois. C'est presque des diplômes pour te lever, tu vois, maintenant. Tu sais, les directeurs techniques dans un théâtre ne signent que des contrats d'assurance, maintenant. Il passe son temps à gérer du droit, tu vois, c'est de ce niveau-là. Donc, c'est aussi à cause de ça, des probables... Je suis tombé une fois, en plus. Ah bon? Ouais, je suis
tombé. Mais comment ça se fait? Parce que C'est c'est une une scène où histoire. tu... C'est à la fin, je me levais, à la fin, je disais... En fait, un jour, j'ai eu l'idée, en fait, non, c'est un copain. Et il me dit, Laurent, t'as essayé de faire le vol du bourdon, comme un bourdon? Et je me souviens lui avoir répondu, ouais, et la danse du sabre, on prend un sabre, tu vois. Et puis maintenant, j'ai dit, par contre, on dit, attends, le vol du bourdon comme un bourdon, c'est-à-dire, bah tu voles. Je dis, mais comment je vole? T'es drôle, toi, je vole. Pff, ça vole pas, tu vois. J'ai pas d'aile. Il m'a dit, non, tu voles, tu voles. Comment ça? Bah, tu prends un harnais avec un câble et on te lève. Ah, ah c'est pas con. Bah, je suis allé voir un mec, il m'a construit un harnais sur mesure, tenté le coup. Mais c'est des idées à 3000 euros, tu vois. Et alors le violoncelle, je me suis fait une pièce moulée qui s'accrochait sur la volute, qui me tient juste derrière le cou, pour que je puisse jouer comme ça. Parce que d'habitude, moi, je joue comme ça, tu vois. Je coince la cheville de dos sur le cou, ce qui me vaut maintenant un peu d'arthrose cervicale, merci. Avec bout de 40 ans, tu payes à un moment donné, faut pas rêver. Et puis, faut toujours mettre la cheville, tu vois, la verticale sur qu'elle suive dans ton cou. Donc, quand tu t'accordes, c'est un cauchemar, hein, quand tu t'accordes sur la corde de dos, tu retires souvent pour que tu aies la bonne longueur, pour que ça fasse dos et que tu as la corde, et ta cheville soit droite. Tu vois, si tu es comme ça, tu peux pas porter ton... Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'avais jamais pensé à ça, tu dois calculer... Ah bah ouais, et c'est un enfer. Ah bah oui. Donc celle-là, quand je suis bien calé, je reviens en arrière, je mets de la craie, et poum, je l'enfonce. Il faut pas que ça bouge, parce que quand ça se barre, c'est un enfer. Bah ouais. Et une fois, je me souviens, j'étais... C'est quasiment impossible à calculer. Si. En fait, ben non, mais en fait, tu prends une pince. Tu vois, quand tu mets ta corde dans le petit trou, si t'es pas dedans, tu le fais d'abord, tu le fais au pif, hein, d'abord. Enfin, tu connais ta marque de corde, tu sais à peu près ce qu'il faut laisser. Et puis tu sais le nombre de tours que tu fais à force de le faire. Hop, si ça marche pas, tu défais, et 2-3 tours avant la fin, tu prends une pince et tu tires la corde un petit peu, et tu la tiens, alors là, faut pas que ça se barre, et là tu revisses, et tu vois, tu as rajouté 3 mm, ça va faire un demi-tour, tu vois. C'est le fameux demi-tour qui te manque. Alors si ça va pas, hop, tu reviens en arrière, caca, et tu recommences. Et là, si elle est bien, tu repères, tu reviens, tu remets de la craie, et tu pousses, tu vois. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Et après, et moi, sur mes mécaniques, j'ai mis des vis de contrebasse, elles sont plus longues. Pour faire j'ai presque une tierce, tu vois, entre le... Donc je me débrouille, parce qu'elle relâche toujours un peu, faut pas rêver, hein, pour avoir le maximum, pour pouvoir la monter presque d'une tierce. Et je me souviens, sur une corde, j'étais en Chine, et j'étais au bout. J'étais au bout, tu vois. Et je dis, bon, bah tant pis, il faut que je la réaccorde. Et impossible. Impossible. C'était soudé, tu vois. Puis en plus, il y a probablement par capillarité, tu as probablement de la sueur qui doit descendre le long de la cheville, tu vois, qui a dû s'immiscer dans la craie. Impossible. Donc, il fallait que je trouve un système, et je jouais quoi? Je jouais l'élégie. Je jouais l'élégie de Fauré en Chine. Puis quand t'arrives le do grave, là, tu vois, alors je le tenais, j'étais aussi yep. Oh. C'était presque un si bécard, tu vois. Tout le truc, dès qu'il fallait que je joue do grave, j'avais changé tous les doigts, j'étais emmerdé. Et après, je suis rentré à Paris, avec moi, ma luthière, elle était avec un marteau, tout, elle sentait pas à la cheville. Puis j'avais peur de casser le violoncelle, tu vois. Elle est venue, ça a été un cauchemar. C'était les petits accidents de violoncelliste, tout ça. Donc, j'avais un harnais qui tenait le cou, tu vois, et puis je faisais le vol comme ça. Et un jour, la corde elle a été mal fixée et je me suis tombé. Mais j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombé pile. C'était une scène avec des grands carreaux en bois, des plaques qui faisaient 2,50 m. Je suis tombé pile au milieu. Donc, cette petite amplitude d'1 ou 2 cm m'a absorbé une partie d'énergie. J'ai cassé le violoncelle une partie. Avec ma main, je suis rentré dans les clisses avec l'archet. En fait, j'ai eu le réflexe de prendre mon archet comme ça, tu vois, et pouf, je suis rentré. La pique s'est tordue, il était décollé de partout, le violoncelle, et j'ai pas cassé le manche.
Et j'ai pas eu de fracture de table, ni de fond. Les cuisses, par contre, j'ai envoyé un trou, quoi. Et donc, je me suis relevé. Et là, j'étais l'égyptienne, tu vois. J'étais comme ça sur le côté, tu vois. Je marchais comme ça. Je suis sorti. Et puis, je suis revenu saluer, tu vois. Ça t'arrivait sur le vol du Bourdon, c'est sur la fin. Et je sors, tu vois, après, tu sors, tu croises le public. Oh, le vol du Bourdon quand vous tombez. C'est génial, c'est génial. Oh. Et c'était l'enfer. Et il fallait évidemment surmonter le. Alors, je suis allé j'emmenais le violoncelle chez le luthier qui ne l'avait pas, mais pas tout de suite. Donc j'ai adapté la pièce sur mon. Parce que c'était un deuxième violoncelle que j'avais. Pour ça. Là, j'ai adapté sur mon beau violoncelle, tu vois. Je dis, il ne faut pas que je tombe cette fois-ci, on a bien vérifié. Et on a refait le vol 2 jours plus tard pour remonter, tu vois. Il ne faut pas que tu restes sur cette angoisse, tu vois. Mais il y a des moments, c'était un peu chaud. Ouais, il y a des moments, ça aurait pu être casse-gueule. Donc il y a des idées. C'est une idée qui coûte cher, mais qui est spectaculaire, qui valait le coup. Après, j'ai eu des mauvaises idées qui coûtent cher. Tu en as toujours, hein, et qui te perdent du temps et de l'argent. Il ne faut pas les faire. Ou tu as ce qu'on appelle, nous, les FBI, les fausses bonnes idées. Quand tu fais un spectacle, tu crées, tu joues devant le metteur en scène, si tu l'as fait tout sans lui. Et puis, il n'y a que dalle. Ton truc, ça ne tire pas la route. Par contre, au milieu du sketch, il y a un petit 10 secondes, là, il y a peut-être un truc. Et c'est ce petit truc qui va faire que tu vas rebondir sur autre chose. Tu vois, c'est des fois des trucs que tu t'attends pas. Ou une idée qui t'emmène. Quand j'ai fait la chaise roulante avec Paul, on était en train de chercher, tu sais, cette œuvre, comment il s'appelle Gershwin. Tu sais, ce passage. Et moi, je m'amusais à un truc, je dis, Paul, mets ton doigt comme ça, et moi, je vais bouger le clavier, et on va faire la montée comme ça, on va faire la glissade. Alors je prends, tu vois, le quart de queue, je le prends, je pousse le truc, ça. Super drôle. Si tu fais ça après pour le rythme, ok, super drôle. Ok, on répète, ça se passe très bien, c'est magnifique. On répète deux jours après dans un autre lieu. Là, il y avait un tapis de danse avec les laits, on appelle ça des laits. C'était pas bien collé, tu vois, les roulettes du piano. Ça roulait plus, les roulettes étaient coincées, le piano était parti en travers, c'était mort. Il faut trouver une solution. Donc de là, tu cherches une idée. Après, finalement, j'ai trouvé un truc pour porter les chaises. Je me souviens, je cite un exemple. Donc le truc pour porter les chaises, tu les mets les unes après les autres, c'est de transporter des chaises pliantes. Je prends une chaise à travers, pof, et j'en fais un chariot. Et là, tout d'un coup, je peux tout faire ce que je veux. Ça, c'est génial. Et du chariot, la metteur en scène dit, c'est une chaise roulante qu'on va faire. Je dis, ouais, on va faire une chaise roulante, on va se moquer des handicapés. Mais au second degré, tu vois. Et c'est parti là-dessus, on a fait un sketch là-dessus. Alors, le problème, c'est que tous les handicapés trouvent ça génial, merci. Putain, heureusement que quelqu'un rit de nous, tu vois. Mais les non-handicapés me font, oh, c'est cruel. Oh, c'est pas gentil. Bah si, justement, il faut rire de tout. Un peu moi, j'aime bien cet humour. C'est l'humour un peu, des fois, il faut être un petit peu grinçant quand même, sinon c'est pas... Il y a des situations où ça a été compliqué en fonction du pays où tu jouais les sketchs. Ouais, j'ai vécu une situation assez compliquée une fois, ouais. Je sais pas si je peux en parler sur le web. C'est pas grave. Hein. C'était compliqué, c'était chaud. Ouais. En fait, on a joué, je jouais c'est juste avant la pandémie, juste avant le premier confinement. Je jouais en Russie, à Belgorod, c'est à 80 km de la frontière ukrainienne. Et moi, j'avais un peu zappé parce que j'étais allé en Russie. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas tourné en Russie. J'étais allé en Russie dans les années 2000, début 2010, fin 2008, 2009, 2010, 12 par là. J'avais fait plusieurs tournées avec une agence. Puis ça, la source, c'était Tari, ça arrive, tu vois. Et
Donc j'avais des repères parce qu'à l'époque, c'était vraiment la libération, on était vraiment dans une société libre, en tous les cas, qui se libérait. La parole était libre. Et donc j'avais vraiment eu des très bons contacts avec des Russes, avec des grandes discussions philosophiques, politiques, sur des sujets passionnants. Et c'est des gens, une petite partie de la population est vraiment passionnante. Et puis artistiquement, tu as aussi des grands artistes. Et donc j'étais resté sur ces trucs-là, tu vois. Et moi, je suis arrivé avec un sketch sur le fascisme. Et j'avais zappé que la société avait changé. Et le sketch n'a pas été bien... Ça passait un peu en couinant, quoi. Et, mais bon, dans l'ensemble, le spectacle a été très bien reçu. Mais à la fin, il y avait un producteur, tourneur, qui s'était déplacé de Moscou pour nous faire tourner, qui a refusé de me saluer, qui a refusé de me parler. L'organisateur a eu une foule d'emmerdes. Et on est parti 2 jours après, et puis et on est parti, il y a eu le confinement, et puis 2 ans plus tard, ils envahissaient l'Ukraine, tu vois. Ils avaient déjà commencé, en fait. Mais on connaît la suite, quoi. C'était quoi le sketch? Qu'est-ce que tu disais que... En fait, moi j'aime bien les trucs... là, t'as 2 musiciens qui sont en train de jouer et on joue Imagine de John Lennon. C'est quand même une des musiques les plus emblématiques de la beat génération aussi, tu vois, puis la pop culture. C'est le New York des années 70, c'est... Et t'as vraiment, on est en train de jouer avec Nat, et tout d'un coup, on est interrompu par des bruits de bottes. Fou, 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 fou. Et là, les bruits deviennent de plus en plus prégnants. Alors avec Nathalie, on se précipite sur une broyeuse, on prend une broyeuse, et on commence à broyer toutes les feuilles de papier, tu vois, toutes les partitions, pour les détruire, les preuves, tu vois, qu'on fait une musique, parce qu'on va se faire défoncer, tu vois. Et sur les bruits de bottes, j'ai fait, je délire, tu vois. Donc j'étais allé chercher des voix, quand on a créé le spectacle, en 2018-2019, c'était les voix de fascisme. Ah, et on se souvient, à l'époque, il y avait une Nord-Coréenne, à la télévision nord-coréenne, qui passait des fois. Oh non, 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 elle parlait d'un truc de dingue, tu ne sais pas ce qu'elle raconte. C'est la Corée du Nord, quoi, tu vois. Et puis j'ai cherché des leaders charismatiques fascistes en enregistrement. Alors je suis allé voir les frères Mulm, les djihadistes, machin, putain, mon ordinateur, c'était attention, les renseignements, l'armée vous surveille. J'avais peur. Tu peux faire des conneries, hein. Tu cherches des trucs, faire gaffe, tu vois. Ouais, tu vas sur le web, tu dis, je voudrais chant révolutionnaire djihadiste, je voulais ça, tu vois, pour faire une musique dessus. Oh là 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 là, t'as les trucs qui s'allument, ça clignote dans ton écran, là. Bon, alors, on a cherché autre chose, et finalement, c'était Enver Hoxha. C'était un leader communiste d'Albanie, dictateur sanguinaire des années 60, 70, jusque dans les années 80, je crois. Et il a eu une grande gueule quand il... Et Kadhafi. Magnifique. Donc là, il y avait la coréenne, Enver Hoxha, Kadhafi, et j'ai fini par le champion, le chef, le maître, Adolphe. Le discours du Reichstag, tu vois. Donc tu as une espèce de mélange dans la bande-son, avec des bruits de bottes. Et moi, j'avais zappé que la Corée du Nord était très proche de la Russie. Je dis, ça passera, on s'en fout, de toute façon, je le laisse ou pas, le sketch. Juste avant, je me suis dit avec Nathalie, on se disait, on le laisse ou pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est un peu à la légère, tu vois. Oh là là, le bordel. Ouais, je suis adhéré trop Satanas, moi, maintenant. Je suis grillé, tu vois. Et à côté de toute cette carrière sur scène, tu enseignes également? Alors, j'ai découvert ça après la pandémie. J'ai eu l'opportunité, d'abord, j'ai fait un remplacement d'une collègue sur un congé de maternité. J'ai trouvé ça super intéressant. Je regrette en fait de ne pas avoir fait d'enseignement plus tôt. Ça, c'est un truc qui me... Parce que j'ai vachement de solutions. Tu sais, sur la technique, sur le sautillé, sur le vibrato, sur la posture. À force de jouer dans toutes les positions, j'ai appris pas mal de choses sur le son. Et alors, j'ai des défauts, je manque de répertoire. Mais ça, je vois toujours avec des collègues qui me donnent plein d'idées pour travailler et pour faire travailler les œuvres. Et entre-temps, donc, j'ai pris 2 postes, ouais, de petits conservatoires, parce qu'évidemment, je n'ai aucun diplôme.
Vive la France. Tu connais le principe des Français, donc il faut passer tes diplômes quand tu as 12 ans. À 14 ans, ta carrière est déjà tracée, et donc l'enseignement, il faut vite avoir les diplômes. Et moi, j'ai pas fait de diplôme parce que j'étais en tournée, quoi, en fait. Je tournais tout le temps, j'ai pas pu faire de formation, tout ça. Et après, là, je suis trop vieux, évidemment, pour passer des diplômes. Et heureusement, il y a encore des écoles de musique qui t'acceptent sans diplôme. Et donc, j'adore ça. Je peux donner des cours, en fait, donc c'est bien. Et je trouve ça passionnant. Et ça fait 2 ans que je fais ça, hein. C'est ma 2e année. Et je vois les résultats, tu vois, les enfants qui progressent, les ados, le vibrato qui se pose correctement, le soutien d'Archet, tout ça, c'est vraiment très, très gratifiant. Et c'est super agréable tous les soirs de dormir dans son lit et pas être dans des hôtels partout. C'est super agréable de voir ses enfants toutes les semaines, tous les jours, enfin tu vois, plein de trucs quoi. Mais je regrette, ça m'arrive presque tard. Tu vois, j'aurais dû commencer 10 ans plus tôt. Il y avait un truc à vivre. Et puis je vois... enfin, je trouve ça passionnant. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Il faut travailler, faut pas décrocher, faut avoir une bonne idée. Et après, selon les métiers, bon, toi, sur l'enseignement, c'est autre chose parce que tu passes par le web. Après, nous, on a un problème dans le spectacle, c'est qu'il faut trouver un diffuseur, quelqu'un qui va te faire tourner, ce qu'on appelle un booker. Et il faut trouver un bon booker. Et ça, c'est un problème. Parce que si tu tombes dans une agence où tu vas faire juste, ils vont te mettre une fois de temps en temps, il n'y aura pas de construction de carrière. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste d'avoir tous les soirs un spectacle qui se joue pour que l'argent rentre dans leur caisse. Donc tu vas te retrouver au milieu de 14 artistes, ça c'est une chose. Moi je préfère prendre un booker que pour moi, qui me fait tourner moi tout seul, et il touchera bien sa vie, et gagnera très bien sa vie s'il me fait beaucoup tourner. Il faut trouver le bon, qui a le bon réseau, et le bon créneau, et le bon feeling. Et ça c'est très dur à trouver, malheureusement. Mais c'est comme ça qu'a fait le Quatuor. Le succès du Quatuor, c'est aussi le producteur Dominique Dumont, qui s'est consacré corps et âme uniquement à faire ça. Et c'est exact. Il a senti qu'il y avait le truc, il n'a pas lâché le morceau, il avait le talent et les capacités pour le faire, et les choses se sont développées. Et c'est souvent c'est ça. L'autre jour, je me souviens, je conseillais, j'étais au Québec, un jeune, je lui parlais, il aime la musique, il sent bien le truc, et il fait une fac d'économie. Et il se sentait un petit peu d'organiser les trucs. Je dis, mais vas-y, quoi. Le métier manque de producteurs et de gens qui ont des formations. C'est que la moitié des compagnies qui tournent de théâtre, ça tourne de n'importe quoi. Les administrateurs n'ont aucun diplôme, n'ont aucun niveau. Pas des diplômes, n'ont aucune formation, en fait. Ils apprennent sur le tas. Et sur le tas, tu apprends bien, mais tu apprends plus lentement. Et des fois, tu as des gars qui déboulent d'une école de commerce, qui pensent tout savoir, c'est aussi un autre problème, il faut la sensibilité. Mais des fois, et rarement, et c'était le cas de ce jeune garçon qui est un très bon musicien, il avait en plus un feeling de producteur. Je dis, des gens comme toi, ça court pas les rues. Parce que tu vas choisir ton produit de producteur, tu vas le trouver sur ta sensibilité artistique et tes compétences managériales et de business vont peut-être développer ce projet, quoi. C'est ça qu'il faut. On en manque. Il n'y a pas assez. Et la musique classique, dans le business, malheureusement, il n'y a pas assez de... C'est un tout petit marché, c'est un marché de niche. Il n'y a pas beaucoup d'argent, donc les investisseurs ne sont pas trop là, quoi. Et je pense maintenant, le problème qu'on a dans la musique classique, c'est qu'elle n'a pas bien fait le virage d'Internet. Ces 10 dernières années, on est... Regarde. Voilà, quoi. Les salles de concert ne sont pas pleines. Le public meurt, les vieux s'en vont, et il n'y a pas de renouvellement. Il y a pas, les jeunes sont où, là? Non, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Et il s'est passé un truc sur Internet, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu le truc qu'il faut. Des fois, on avait abordé le sujet, tu sais, que je t'avais dit que ça m'avait surpris. C'était... après un spectacle, je revois un violoncelliste que je reconnais, tu vois.
Vous êtes Blaise Desjardins, tu vois, c'est le violoncelliste de Boston, le violoncelle solo de l'orchestre de Boston, c'est un Français. Puis on boit un coup, on prend un verre ensemble, et je lui dis, qu'est-ce qui t'a... On se tutoie assez rapidement, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du violoncelle, tu vois, il est jeune, il a 40 piges. Il me dit, c'est toi, quand je t'ai vu sur scène dans le Quatuor, je me suis senti vieux. Oh, la claque que j'ai prise. Oh, merde, tu es si vieux que ça, j'ai fait. Oh merde, je suis vieux. Bah ouais, je suis vieux. Oui, alors, non, mais c'est ça qui est bien, c'est que tout d'un coup, tu te rends compte que tu transmets un truc. Et que tu donnes l'idée à c'était un petit gamin, puis il est devenu un des plus grands violoncellistes du monde, tu vois, parce il est super humble, le gars. Tu lui dis, j'ai entendu jouer, c'est monstrueux, quand même. Il joue. Ça, c'est le côté plaisant de la transmission, quand tu transmets quelque chose. Maintenant, je transmets avec de l'enseignement. Pour des petits, des fois, qui bossent pas, qui s'en foutent, des fois, qui bossent. Mais je transmets, je m'en fous, je transmets. J'évacue les choses que j'ai en moi, vas-y, prends. Il y a des trucs à dire, quoi, la façon de faire. Mais je n'enseigne que le violoncelle, je n'enseigne pas. Il est question que je fasse ça, là, je suis pour parler avec une boîte, pour faire des formations de musiciens, pour apprendre, pour trouver les clés, pour passer de la page blanche d'inspiration jusqu'à la montée sur scène avec un spectacle. Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que musicien si tu veux le faire? Il y a des trucs. Il y a des solutions, donc ce serait des formations AFDAS que je vais faire. Ah, cool. Ouais. Et je suis en train de commencer une mise en scène. Là, je travaille à un début. Tu connais peut-être le Quatuor Léonis. Donc je commence à travailler avec eux on a fait 4 séances déjà de boulot, 5, de travail, de création sur faire la mise en scène de leur prochain spectacle. Et je les aide à créer le spectacle, on avance un peu dans les idées. Ils sont super, ils jouent super bien. Mais c'est des musiciens classiques qui vont vers le comique. C'est pas le Quatuor qui était des 4 comiques qui par hasard jouaient, vont vers la musique classique. Ce qui n'est pas pareil. Mais ils ont déjà fait 2 spectacles. Ils ont déjà le vécu de la scène, ils sont déjà éprouvés. Bah, merci beaucoup Laurent pour avoir partagé tout ça avec nous. Merci Jeanne. C'était très inspirant et c'était très drôle aussi de t'écouter toutes ces anecdotes. Donc, je n'ai pas tout raconté, il y en a d'autres. Ah bah on peut, hein. Une fois il y avait un rat. Une fois j'ai vécu un truc. Ça c'était le truc le plus délirant. Bon, je te raconte une dernière. C'était, on était en Angola, je cherche le nom de la capitale. C'est une ville où il n'y a pas de tout à l'égout. Donc il faut savoir que tu te balades dans la rue, tu as des rats. Des fois qui te passent entre les pattes, tu vois. On était dans un théâtre magnifique, c'est une ancienne colonie portugaise. Donc c'est un théâtre colonial, très beau truc d'un siècle. Et le théâtre plein, et je suis sur scène, je suis en train de jouer, je joue le didgeridoo avec du violoncelle. Puis tu as une espèce de lumière sur moi, tu sais, une espèce une douche qui me prend comme ça. Puis j'entends des pas, tu vois, des petits pas. Puis arrive devant moi, juste au bord de scène, devant la lumière qui prend aussi, tu vois, il rentre dans le champ de vision, un rat, mais il était grand comme... Attends, avec la queue, il était grand comme ça, un grand rat, tu vois. Il s'arrête en pleine lumière, on a cru que c'était un sketch, tu vois. Et moi, je le regarde comme ça. Et lui, il me regarde. Puis un blanc, tu sais. Et on entend dans la salle. Oh, une rumeur, tu sais. Oh. Et le rat, il entend qu'il y a du monde, il croit qu'il n'y avait personne, tu vois. Parce qu'en fait, je jouais à un moment donné, puis à un moment donné, je m'arrête de jouer. Et comme j'ai entendu pas, j'ai arrêté, il y avait un silence. Et le rat est venu sur scène, tu vois. Et il voit le public, et là, il comprend quasiment. Pop, il part comme une fusée. Et là, c'était tellement... On était entre le fou rire et le dégoût, tu vois. C'était drôle, c'était bizarre. Voilà, bon, bref, c'est ça, c'est ma connerie.
Donc c'est super. Merci en tous les cas. Bah, merci à toi, merci pour Merci de m'avoir reçu. tout ton partage, mais avec grand plaisir. Et puis bonne continuation pour tous tes projets. Ça a Merci. l'air encore très excitant. Donc merci d'avoir partagé tout ça. Et puis quant à vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo parce que Laurent ou moi serons ravis de vous répondre.